Bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal d'un agrologue où pour la troisième semaine consécutive, nous écoutons Mounir Makar nous décrire son expérience d'horticulture en hydroponie aux portes du désert égyptien sous l'ombre de la pyramide de Saqqara. Et vous avez donc, avec cet exemple, vite compris que en faisant vos propres tubes, en faisant vos propres Tout, substrats, tout, vous n'étiez pas dépendant d'une technologie qui finalement était très simple. elle était simple, mais elle était à l'époque, c'était un peu dans le secret, si vous voulez. Les quelques personnes qui faisaient ça considéraient qu'ils avaient un truc assez unique et qu'ils ne voulaient pas. Maintenant, c'est plus du tout le cas. D'ailleurs, maintenant, ils font visiter, c'est devenu une culture tout à fait courante. Mais cette attitude que j'ai eue de ne pas avoir à compter sur un partenaire européen, expérience un petit peu spéciale que j'ai rencontrée en Hollande. Voilà. Aujourd'hui, l'attitude a tout à fait changé. Les Hollandais, comme tout le monde, montrent comment c'est. Il y a des techniques, il y a des sociétés qui exportent le système. C'est l'avenir, c'est tout à fait l'avenir. C'est l'avenir partout, partout. Ce n'est pas comparable à la culture normale. La culture normale, bon, évidemment, quand on fait du blé, on ne va pas faire du blé en hydroponique, c'est impossible. Il y a des cultures pour lesquelles ça serait totalement impossible. Par contre, le maïs non plus, le coton non plus, etc. Mais pour l'horticulture, oui. L'horticulture, ça permet de cibler et donc d'avoir des rentabilités importantes. Les Mais fleurs, à mon avis, je pense que ça doit être ça. Les fleurs en hydroponique, waouh, superbe. J'ai fait des essais, c'est extraordinaire. Donc les Hollandais font probablement maintenant de la fleur aussi en hydroponique. Je ne donc suis les, pas sûr, mais je suppose. donc les amoureux égyptiens peuvent s'offrir des roses qui viennent pas forcément de Colombie ou de Hollande alors. Non, non, n'ont pas besoin d'avoir des roses colombiennes. Mais Non, en même temps, ils auront des. By the way, je crois que l'Égypte est un exportateur de roses. Vous savez que l'Égypte est un gros exportateur de fraises, raisins, euh, euh, oignons, haricots verts et de roses, des fleurs. Il y a l'exportation de fleurs. Et ça se passe par c'est quelqu'un qui exporte vers à l'Europe. Et c'est une société égyptienne établie en Suisse qui importe les fleurs égyptiennes et qui les en tant que société suisse en Europe. Voilà, c'est des circuits qui sont composés comme ça. L'Égypte est le plus gros, je crois, exportateur d'agrumes du monde. À travers, alors ça, il travaille à travers le Maroc, l'Espagne. C'est des réseaux assez bien structurés et il y a des productions d'agrumes en Égypte gigantesques, de très grande qualité. Ça, c'est pour vous donner un peu. Mais ça, c'est des traditions, des cultures traditionnelles, si vous voulez. Ça, c'est au goutte à goutte, d'accord. Sur terrain bonifié, oui, peut-être, probablement. C'est-à-dire des déserts convertis en terre agricole. Ça, oui, c'est certainement le cas. Mais c'est des agrumes d'une qualité tout à fait supérieure et qui envahissent les marchés. mais enfant, vous alliez sans doute également dans les oasis, à Siwa ou alors dans le delta, et la gestion de l'eau est étudiée dans le monde entier. C'est quelque chose de traditionnel depuis des millénaires. Oui, Siwa, c'est un cas un peu différent. Siwa, ce n'est pas la vallée. Siwa, ce sont des oasis qui se trouvent dans le désert libyque, c'est-à-dire c'est à mi-chemin entre l'Égypte et la Libye. Et là, vous avez des puits
des puits, dès que vous avez un puits, et puis l'eau se met à faire un espèce de, comme un étang important, et on exploite cette eau pour l'agriculture. C'est-à-dire que ce n'est pas l'eau du Nil, ce sont des eaux fossilisées, c'est ça le mot, je crois, des eaux fossiles. Voilà. Et ça, c'est le cas de Siwa. Dans le delta, c'est l'eau du Nil. Donc ça, oui, on peut aller dans le... Mais le souci de la gestion de l'eau est un souci relativement récent. C'est-à-dire, quand j'étais enfant, on n'entendait franchement pas parler de ça. Mais il y avait de l'eau, il y a de l'eau. On ne parle pas. C'est évident, il y a de l'eau à profusion, et l'eau est gratuite, et il n'y a pas de problème. L'eau est toujours gratuite, mais aujourd'hui, il y a le souci de l'eau, enfin, de comment utiliser, comment arriver à avoir le maximum. Et voilà, ce n'est plus la question aussi facile que ça l'était il y a 30 ans. Et dans tous les projets européens, internationaux, on lit en permanence, ceux qui traitent notamment de la science et de l'agriculture, de coopération nord-sud. Et si on parle maintenant de coopération sud-nord, vous qui vivez le réchauffement climatique depuis un bon bout de temps, l'adaptation de vos graines, comme on en a parlé, au stress hydrique, la gestion minutieuse de l'eau, qu'est-ce que l'Égypte maintenant aurait, en quoi serait-elle pionnière et qu'est-ce qu'elle aurait à apprendre ou transmettre au Nord? D'abord, je pense que nous avons en Égypte des températures en été qui sont extrêmement rudes. Et il fait chaud. Il fait chaud. La température moyenne en été est de 36 degrés. Et ça, on considère que c'est tempéré. Ensuite, on a des vagues de chaleur qui peuvent dépasser les 40 degrés. Et ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Alors, il est évident que on est obligé de s'adapter à cette situation extrêmement dure. Et l'eau vient également agir vraiment en palliatif de première importance pour cette température élevée. Donc, la gestion de l'eau est un souci permanent. Pour parler donc de ceux qui vont reprendre cette expérience, donc vos enfants et les autres, qu'est-ce qu'ils apportent? Je crois qu'ils distribuent des paniers au centre du Caire. Oui, alors nous avons lancé cette formule de lancer le panier au centre du Caire. D'autres le font aussi. C'est une formule qui, à mon avis, se développe encore, est à des balbutiements. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Et puis, mais ce qui est très intéressant, c'est que la nouvelle génération, qui a aujourd'hui, bon, 30 ans à peu près, la nouvelle génération est très, très soucieuse d'avoir un produit de qualité, un produit sain, un produit qui est loin des pesticides, loin des insecticides, et ils sont tout à fait à la recherche de ce produit bio. Mais c'est beaucoup plus courant dans la nouvelle génération qui a 30 ans que chez les 50 ans et plus. 50 ans et plus, ils sont pas tellement enthousiasmés. Voilà. Par contre, les jeunes le sont. Et ça, c'est l'avenir. Et ce que nous faisons, nous, c'est justement, ça parle plus à la jeune génération qu'aux générations plus âgées. Et ça, c'est ça l'avenir. Donc, on peut imaginer qu'il y aura une relève qui sera faite par enfants et par d'autres. Mais justement, je voulais vous dire, ce ne sont pas seulement mes enfants
qui vont prendre la relève, c'est c'est des gens de leur génération qui ont déjà commencé et ça devrait se développer encore davantage. Après cette pause musicale, retrouvons notre invité Mounir Makar. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Et on reproche souvent, donc en France, on a les AMAP, donc c'est des associations d'appui donc à l'agriculture paysanne. Mais ça reste encore cette histoire de panier bio, etc. Ça touche essentiellement la classe moyenne, sachant que la classe ouvrière cherche essentiellement Non, à pouvoir payer son essence et ce qu'ils peuvent dans les supermarchés. Est-ce que ça peut toucher les classes populaires chez vous? Non, je n'y crois pas. Enfin, je réponds de façon un peu brutale, et vous m'en excusez, mais je ne crois pas. Par contre, la classe populaire en Égypte, c'est un cas très différent. Vous avez des marchés populaires et ils existent partout. Étalages de fruits et légumes qui sont là dans des paniers à l'état super naturel, pas d'emballage plastique, rien. C'est extrêmement beau à voir d'ailleurs. Vous avez, allez hop, des oranges, des tomates, tous les produits que vous pouvez imaginer rangés. Si vous auriez fait de la télévision,
je vous aurais invité à aller prendre quelques très, très, très belles images de ces marchés naturels qui sont super bio. On n'a pas besoin d'avoir le panier culture hydroponique qui, de toute façon, sera un petit peu plus cher, alors que vous pouvez aller voir sur un marché populaire un étalage de légumes mis sur le trottoir ou enfin, sur une charrette qui est tout à fait, je dirais, pour reprendre le terme français, super écolo. Mais c'est vrai qu'en Voilà. France, on a fait des émissions et c'est très connu qu'il y a un malaise paysan. Les paysans gagnent entre 400 et 600 euros par mois, C'est la sont même chose. dans une détresse qui les mène souvent. Il y a un suicide tous les 2 jours en France. Et un pays, par exemple, comme l'Angleterre, qui n'a quasiment plus d'agriculture, au moment de sortir de l'Europe, on a vu les images qui ressemblaient à celles des pays de l'Est lorsque le bloc de l'URSS a été démantelé. Est-ce que, avec le Covid, où on parle de professions essentielles, la souveraineté alimentaire de l'Égypte, est-ce que au niveau politique, c'est vraiment défendu? Est-ce qu'on défend les agriculteurs? L'agriculteur est d'abord et certainement le moins bien nanti. Par la nature même de l'agriculture. Quand vous savez, l'agriculture, c'est un an, vous avez la récolte, mais vous n'avez pas le marché. L'année d'après, vous avez le marché et vous n'avez pas la récolte. Et la troisième année, vous avez et le marché et la récolte. Vous arrivez difficilement à vous refaire et vous recommencez. Donc, la nature même de l'agriculture est un métier, je dirais, à risque. Ça, c'est au niveau de la production. Au niveau des aides bancaires, les banquiers détestent les agriculteurs. Ils n'aiment pas parce que c'est imprévisible. S'il a fait un coup de froid, on ne peut pas faire une évaluation d'une recette particulièrement précise. Donc, ce n'est pas, disons, le premier choix d'un banquier d'aller prêter à un agriculteur. Deux. Troisièmement, l'agriculteur, quand il va vendre son produit, il n'a aucune idée de qu'est-ce que sera le prix de vente. Et il produit d'abord et ensuite il découvre quel sera le prix de vente. Ce qui n'est pas le cas d'un industriel. Un industriel dit, moi, je fais tel produit qui va me coûter tant, je vais le vendre tant. Il a son contrat, la ligne de production, il vend. L'agriculteur, ça n'a rien à voir. L'agriculteur, il produit, il risque, il a les intempéries, les coups de chaleur, les insectes, les ceci et les cela, et à la sortie, il n'est même pas sûr d'avoir le prix qu'il faut pour la vente. En Europe, vous avez plus ou moins des coopératives qui réglementent la chose, qui arrivent à ramasser les récoltes à un prix, bon, plus ou moins satisfaisant, mais bon, au moins, il vend son produit. Ici, nous n'avons pas ce genre de coopérative. Donc, c'est un peu chacun pour soi. Et là, ça rend la vie encore plus difficile. Et qu'est-ce qui empêcherait? Elles n'ont jamais existé, ces coopératives? Alors, il y avait des coopératives du temps où on avait une politique un peu plus socialiste, mais c'était sur des produits, par exemple, ouais, par exemple, si on produit du blé, on sait qu'on va pouvoir vendre le blé au ministère de l'Approvisionnement. Oui, parce que bon, l'Égypte est vous savez, l'Égypte est un des plus grands consommateurs de blé du monde. Donc, toute la production locale est bien sûr rachetée par le gouvernement et le gouvernement importe le complément. Le blé, oui, le blé, c'est vendu. Je suppose que le maïs aussi est vendu. Le coton aussi est vendu. Et quand vous rentrez dans les petits détails de l'orfèvrerie de l'agriculture, c'est-à-dire la culture du légume ou des petites choses, des produits de qualité comme ça, vous êtes tout à fait seul dans votre appréhension du marché. Et ce n'est pas facile. Alors, le Covid, par exemple, je m'excuse parce que vous avez mentionné ce merveilleux Covid. Alors, le Covid, alors je ramène ça à notre entreprise.
Nous travaillons pour contrecarrer les problèmes du marché dont je vous ai parlé depuis très très longtemps, depuis les années 75. Nous produisons directement, on fait la jonction du producteur au consommateur directement, c'est-à-dire l'hôtel 5 étoiles. Donc, nos produits sont récoltés le matin, livrés le matin même aux hôtels 5 étoiles, aux restaurants de haut de gamme qui se trouvent dans le Caire. Donc, le problème de la distribution, nous le faisons nous-mêmes de cette façon. Et c'est un peu le panier, quand vous parliez du panier comme ça, de bio qui va, etc. Nous faisons cette livraison-là, équivalent panier, à des hôtels 5 étoiles, etc., etc. Et on contrecarre l'obstacle de l'intermédiaire ou les intempéries, ou enfin, peu importe. Donc ça, c'est le système que nous pratiquons. Mais alors, quand on a eu le Covid, on n'a pas du tout été à l'aise parce que toute l'hôtellerie et la restauration et tout ça, c'est comme partout ailleurs dans le monde entier, ou en Europe en particulier, tout ce monde-là s'est arrêté. Et donc, on s'est retrouvé avec, évidemment, nos endives, nos fleurs comestibles, nos tomates de toutes les couleurs, etc. C'est tout. On n'a pas vendu. Donc, effectivement, le Covid a été une période extrêmement difficile. Et si vous aviez un rêve, un corps de conquête agricole, c'est-à-dire d'arriver à planter dans des endroits improbables, qu'est-ce que vous imagineriez pouvoir faire? Quel serait votre défi ultime, ou alors vous avez déjà suffisamment à faire avec le vôtre? Je dois dire que j'ai peut-être, maintenir mon activité et surmonter les crises, c'est déjà un bon exercice. La dernière crise en date étant le Covid. Mais bon, si je devais développer quelque chose, je suppose que j'irai probablement dans le désert à Siwa ou un truc comme ça, et on pourrait faire, je sais pas moi, il y aurait plusieurs projets à réaliser. Entre autres, on pourrait développer la culture du jojoba. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais. C'est une idée comme ça. Simplement, voilà. Le jojoba et ensuite et développer le jojoba en produit que l'on vendrait à des sociétés qui sont dans les cosmétiques. Et il y a beaucoup d'enfants, de jeunes d'Afrique noire qui viennent étudier à Alexandrie, notamment dans les facultés, et chez vous aussi, j'imagine, au Caire. Est-ce que vous sentez un renouveau des liens africains et justement un transfert de connaissances sur les réalités de sécheresse, de graines, tout ce dont on vient de parler? Alors, oui, il y a un intérêt qui s'est marqué récemment entre l'Afrique et l'Égypte. Enfin, l'Égypte, évidemment, est un pays africain, mais disons, il y a eu un rapprochement ou un intérêt ou une curiosité entre les pays africains et l'Égypte, notamment dans le domaine de l'agriculture. Ça se développe, mais alors, des idées comme celle de créer des fermes comme la mienne, oui, c'est un sujet que l'on parle. On pourrait imaginer qu'en Ouganda ou ailleurs, des gens puissent avoir un intérêt pour ça. Moi, j'avais reçu les ambassadeurs de pays africains, je les avais reçus à Bakar Farms. Il y avait le Congo, Centrafrique, voilà, quelques pays qui sont venus. Et ils étaient tout à fait intéressés de faire une réplique de ce que je fais chez eux. Donc, ça peut être un début que j'ai vécu, c'est-à-dire c'est quelque chose qui m'est arrivé. Ils sont venus me voir et on en a parlé.
Voilà, donc ça, c'est possible. Je pense que l'avenir, c'est pour l'Égypte de se tourner vers l'Afrique. C'est indispensable. D'accord. Et donc aujourd'hui, on émet donc sur cette émission sur plusieurs médias, sur Radio Arverne et sur YouTube. Et on serait ravis de pouvoir héberger des images, des photos de ce que vous faites et puis de vous suivre dans ce processus d'essaimage de votre projet, voire de trouver des partenaires si besoin en est, et d'encourager aussi les gens qui nous écoutent, d'Amazonie, de Côte d'Ivoire et de Tunisie et d'ailleurs, à venir voir ce que vous faites et puis peut-être à s'en inspirer. Et voilà, en tout cas, on est ravis de vous avoir reçu aujourd'hui. Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. C'est la fin de notre émission. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Journal d'un agrologue.